nous allons débuter cette journée avec une question cruciale. Comment atteindre la sobriété et l'efficacité énergétique? Deux défis de taille, vous le savez, aujourd'hui renforcés par la crise énergétique. Donc cette dernière a mis en évidence notre dépendance aux énergies fossiles et remis la sobriété au centre de nos préoccupations. Réduire notre consommation énergétique suppose évidemment que nous changions durablement nos usages de l'énergie. Or, de véritables politiques publiques aujourd'hui de sobriété sont nécessaires, vous le savez, pour faciliter et organiser ces changements de comportement. Peut-être pour vous donner quelques chiffres, un peu de contexte, la précarité énergétique touche aujourd'hui 12 millions de personnes en France, dont les ménages les plus modestes. Près de 5 millions de logements en France sont des passoires thermiques fortement énergivores. Peut-on réussir à rénover tous ces logements? Si oui, comment est-ce qu'on peut massifier ces rénovations? À quel horizon pourra-t-on se passer totalement de combustibles fossiles? Autant de questions que nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui avec plusieurs intervenants que vous allez voir qui vont défiler dans l'Agora 1. N'hésitez pas à prendre part aux discussions. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser en salle. Nous avons des micros qui se baladent. Et évidemment, si vous voulez partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire avec le hashtag Batimat 2022. Et pour commencer, nous allons d'abord explorer ensemble à quoi ressemble une politique énergétique fondée sur la sobriété et quelles sont les mesures politiques et économiques nécessaires à l'adoption des comportements plus sobres. Pour cela, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un ingénieur et économiste, auteur principal du 6e rapport du GIEC sur l'atténuation du changement climatique. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Yamina Saheb. Bonjour. Je remercie les organisateurs pour l'opportunité de partager avec vous l'une des principales conclusions du dernier rapport du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts sur les changements climatiques. Et il se trouve dans ce groupe-là, on a 3 volets du rapport. Le volet 1 porte sur l'état climatique de la planète. Le volet 2 porte sur l'adaptation. Et le volet 3, auquel j'ai participé, porte sur la réduction ou l'atténuation des changements climatiques. Et il se trouve que dans ce rapport-là, dans le volet 3 du rapport du GIEC, la sobriété a été inclue comme étant une politique nécessaire ou une mesure nécessaire pour réduire, pour décarboner, pour atteindre la neutralité carbone que les pays visent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais aussi pour limiter et surtout pour limiter les effets du changement climatique. Alors, je vais essayer de partager avec vous brièvement les principales conclusions du rapport du GIEC sur la sobriété. Alors, je fais... Non. Et en particulier ce qui est lié au bâtiment. Donc le bâtiment dans son ensemble au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre du bâti résidentiel et non résidentiel ont atteint en 2019, ont représenté en 2019 1/5 des émissions globales. Alors pour arriver à ce chiffre-là, il faut considérer les émissions directes, donc celles qui se produisent dans le bâtiment, par exemple lorsque vous utilisez une chaudière à gaz, les émissions indirectes qui sont produites par exemple liées à la production d'électricité que vous utilisez dans le bâtiment mais qui est produite ailleurs, mais également pour la première fois nous avons réussi à quantifier grâce à l'Agence internationale de l'énergie ce qu'on appelle les émissions grises et juste une partie des émissions grises qui sont dans ce cas-là les émissions liées à la production du ciment et de l'acier, donc en gros le béton armé, pour la construction de nouveaux bâtiments et parfois pour la rénovation. Et en faisant la somme de tout ça, on se rend compte que le bâti représente 1/5 des émissions globales. Donc 1/5, ça devient un secteur important et en plus, on n'intègre pas toutes les émissions grises. Comme je vous le disais, nous avons pu intégrer uniquement celles liées au ciment et à l'acier. Alors ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. C'est une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire que dans les plans de décarbonation, de neutralité carbone, il n'y a aucun gouvernement qui pourra négliger ou ignorer
la neutralité carbone du secteur du bâtiment, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que si vous regardez uniquement les émissions directes du bâti, ça représenterait 5,6%. Donc passer de 5,6% à 20%, c'est quand même important. Tout ça, c'est les chiffres mondiaux, bien sûr. La mauvaise nouvelle, c'est que ça pèse lourd dans le bilan carbone de nos pays et qu'il faut aller vite pour décarboner le secteur. Et pour cette mauvaise nouvelle, en fait, il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'on pourrait décarboner, en fait, la décarbonation, la neutralité carbone de l'ensemble du bâti est possible, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays moins riches. Sauf que lorsqu'on regarde ce qu'on a fait jusqu'à présent, nous avons mis en place, en particulier dans les pays riches et dans une certaine mesure dans les pays émergents, des politiques d'efficacité énergétique qui ont contribué à réduire les émissions. La première partie du graphe que vous voyez, entre 90 et 2019, les émissions mondiales du secteur du bâti ont augmenté, mais l'efficacité énergétique, c'est ce que vous voyez en gris, a permis de réduire ces émissions-là d'environ 49%. Et l'introduction des énergies renouvelables, en particulier dans les pays riches et les pays émergents, a aussi contribué à réduire les émissions totales du secteur, sauf que dans les pays moins riches, malheureusement, l'accès à l'énergie se fait encore grâce à des énergies polluantes. Et donc, du coup, ça n'a pas joué complètement son rôle. Mais une grande nouveauté de ce travail est de voir que le manque de politique de sobriété, c'est la barre que vous voyez en orange ou marron, le manque de politique de sobriété a fait augmenter les émissions globales mondiales du secteur d'environ 52%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tous les gains que nous avons réussi à obtenir grâce à l'efficacité énergétique ont été complètement absorbés par le manque de sobriété. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, on a suffisamment de preuves. Et dans le cas, je n'ai pas fait de calcul pour la France, mais j'avais fait le calcul pour l'Union européenne, l'Union des 28 à l'époque. Pour l'Union des 28, c'est 30-30. L'efficacité énergétique a contribué à réduire les émissions d'environ 32%. Et le manque de politique de sobriété dans les politiques européennes a conduit à augmenter les émissions d'environ 33%. Donc, tous les efforts que nous avons faits, que nous faisons aujourd'hui dans l'efficacité énergétique, qui est une réalité, l'efficacité énergétique, sont des efforts qui sont vains, point de vue neutralité carbone, si nous n'intégrons pas dès maintenant des politiques de sobriété. Et je devrais dire qu'on aurait dû les intégrer depuis longtemps, les politiques de sobriété. Après, ça c'est le passé, donc on hérite de cette situation-là. Maintenant, il faut qu'on travaille, comme on doit aller vers la neutralité carbone, il faut qu'on travaille et on regarde les scénarios. Malheureusement, les scénarios futurs, les premiers scénarios que vous voyez, ce sont les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie. Ils n'intègrent pas de politique de sobriété. Entre maintenant et 2050, ils n'arrivent pas à décarboner et donc ils imaginent qu'on va avoir des technologies qui vont permettre de capter le carbone, ce qu'on appelle les émissions négatives. Sans politique de sobriété, il est impossible de décarboner, en fait, que ce soit le secteur du bâti ou tous les autres secteurs. Et aujourd'hui, nous avons suffisamment de preuves empiriques pour ça. Après, les deux autres scénarios que l'on voit, ce sont celui les troisième barre. C'est un scénario qui intègre des politiques de sobriété uniquement dans le Grand Nord, dans les pays riches. Parce qu'il y avait une incompréhension avant ce travail du GIEC sur qu'est-ce que la sobriété et qu'est-ce que la sobriété en particulier pour les pays pauvres ou les pays en développement. Et donc, eux, ils ont intégré dans leur scénario un peu de sobriété dans les pays riches. Et là, on voit que quand on intègre la sobriété, elle se met à jouer le rôle qui est le sien, celui de réduire les émissions. C'est de l'ordre de 5%, mais je vous ai dit, leur hypothèse est très conservatrice. Le dernier scénario, c'est un scénario qui intègre la sobriété partout dans le monde, parce que c'est le scénario le plus récent. Et là, on voit que la sobriété joue un rôle encore plus important, sauf que ce scénario-là prend en compte uniquement les usages thermiques, ne prend pas les usages électriques. On a une version maintenant récente qui prend en compte les usages électriques et on voit que l'effet de la sobriété est encore plus important lorsqu'on intègre tous les usages. Alors du coup, vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est que ce fameux concept de sobriété? Tout le monde en parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sobriété,
a été intégrée dans les politiques publiques, d'abord en Thaïlande dans les années 90, mais il semblerait, on n'a pas beaucoup de retours de cette expérience, mais de ce que l'on sait, ça a été intégré comme une réponse à la crise économique que le pays a connue, et donc ça a été mal vécu et très probablement mal mis en œuvre. Les collègues thaïlandais travaillent maintenant sur le sujet, maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient les premiers à faire intégrer le concept de sobriété dans leur politique. Ensuite, dans les pays de l'OCDE, la France est le seul pays de l'OCDE où le mot sobriété apparaît dans la loi sur la transition énergétique. Ça n'existe nulle part ailleurs. Malheureusement, en France, la sobriété est comprise comme étant sobriété énergétique seulement, alors que la sobriété, elle ne concerne pas que l'énergie, mais elle concerne toutes les ressources naturelles, d'où cette définition que nous avons inclue dans le rapport du GIEC. Donc, les politiques de sobriété, ce sont toutes les mesures et les pratiques du quotidien qui permettent d'éviter en amont. Donc, contrairement à l'efficacité qui permet de réduire la consommation une fois que la consommation est là, une fois que le besoin énergétique est là, la sobriété travaille en amont, bien avant, pour éviter que ce besoin-là, que des besoins superflus se créent. Et ces besoins-là, ce ne sont pas juste des besoins en énergie, mais ce sont également des besoins en matériaux, en eau et en sol. Et là, on voit bien que lorsqu'on travaille sur la sobriété, c'était l'une des difficultés qu'on avait eues quand on avait commencé ce travail, c'est que moi, je travaille plutôt sur les politiques énergétiques, et là, on devait sortir de notre domaine d'expertise et travailler avec d'autres experts, parce qu'en fait, ce n'est plus que de la politique énergétique. Et je dirais qu'il y a très peu de politique énergétique dedans. C'est par exemple les politiques d'aménagement du territoire. C'est par exemple les politiques d'utilisation, les politiques par exemple de transport, si on regarde la sobriété d'une façon générale. Alors, ça c'est le premier point très important qui n'est pas intégré dans la vision de la sobriété en France. Le deuxième point, c'est le fait que la sobriété, ce n'est pas, il y a beaucoup de gens qui confondent avec la précarité, ce n'est pas l'austérité, ce n'est pas la précarité. La sobriété, c'est le moyen d'offrir à tous un niveau de vie où le bien-être, c'est de réaliser le bien-être de tous. Alors ça, c'est dans le cadre des limites planétaires. Dans le cadre du GIEC, on regarde les limites planétaires uniquement point de vue carbone, point de vue gaz à effet de serre. Et donc, en fait, c'est se dire le budget carbone qui nous reste, on doit se le répartir entre tous les habitants de la planète parce que il nous appartient à tous et de façon équitable. De façon équitable, ça voudrait dire que nous, malheureusement, nous héritons des émissions passées de la France pour lesquelles vous et moi, nous ne sommes pas directement responsables, mais cela fait partie de notre héritage, ce qui veut dire que cela réduit ce qui nous reste à nous à émettre. En fait, notre capacité d'émission pour les générations d'aujourd'hui dans les pays riches est très réduite. Pourquoi ? Parce que nous avons cet héritage-là. C'est nous qui avons émis, en fait, ce sont nos émissions qui ont conduit à la situation actuelle. Qu'est-ce que cela veut dire dans le cas de la France et de l'Union européenne ? Cela veut dire que l'objectif de neutralité carbone que l'on s'est fixé pour 2050 est un objectif erroné parce que cet objectif-là ne prend pas nos émissions cumulées, passées. Si on prenait les émissions cumulées, l'Union européenne, l'Union des 28, on avait fait le calcul, devrait être neutre en carbone d'ici 2033 et la France, ça serait 2028. Donc 2028, c'est demain. Ça veut dire que c'est ce quinquennat-là qui doit mettre la France sur les rails de la neutralité carbone. C'est-à-dire à la fin de ce quinquennat-là, on devrait être déjà pratiquement neutre en carbone. On devrait avoir juste quelques émissions résiduelles. Vous voyez, on n'est pas là-dedans. Alors pourquoi ce calcul-là, pourquoi cette partie-là de la définition est importante ? Parce que ça voudrait dire que dans les pays riches, il faudrait absolument que l'on revoie nos politiques climatiques pour réduire la période sur laquelle on vise la neutralité carbone. Et si on réduit la période sur laquelle on vise la neutralité carbone, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on accélère les politiques de réduction des émissions et cela ne pourrait se faire sans sobriété. Alors l'autre erreur peut-être dans la conception de la sobriété en France, et pas juste en France d'ailleurs, c'est le fait que
non seulement on parle que de sobriété énergétique, mais dans la sobriété énergétique, on parle principalement des pratiques du quotidien. Pratiques du quotidien, ça veut dire le changement de comportement des individus. C'est pour ça qu'on voit nos ministres qui s'habillent comme s'ils allaient faire du ski alors qu'ils sont dans leur bureau, qui sont peut-être chauffés, j'en sais rien. Et donc, ça, c'est parce que et ça, c'est une erreur très importante. En fait, on a suffisamment de preuves aujourd'hui. On arrive à calculer la contribution du changement de comportement à la réduction des émissions, à la réduction de la demande en énergie. Mais le point le plus important de tous ces travaux, c'est que le changement de comportement, nos comportements ne pourraient être sobres que si et seulement si nous avons déjà les solutions en place pour nous permettre d'être sobres sur le long terme. Et pour mettre ces solutions-là en place, nous avons besoin de politique publique. Sans politique publique, la sobriété n'existera pas. Et ça, c'est très important, en fait. Et alors, si je regarde, l'une des politiques publiques qui a conduit à l'augmentation des émissions, qui a travaillé à contre-courant, ce sont principalement les politiques d'aménagement du territoire qui ont conduit à l'étalement urbain et donc l'augmentation de la surface habitable par personne. Aujourd'hui, dans l'Europe, on est à 40 mètres carrés par personne. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, ils sont à 60 mètres carrés par personne. Donc, on peut se dire qu'on fait mieux que les Nord-Américains parce qu'on est à 40 mètres carrés en moyenne. Hein. Alors qu'en Afrique, ils sont à moins de 10 mètres carrés par personne. Et on sait très bien que l'augmentation de la population se produit en Afrique. Et c'est là-bas qu'il y aura beaucoup de mètres carrés à construire. Et le problème, c'est que les scénarios là, du futur que je vous avais montré tout à l'heure prévoient, par exemple, les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, prévoient encore une augmentation du nombre de mètres carrés par personne en Amérique du Nord. Pour 2050, ça serait à 65 mètres carrés. Pour nous, ça serait à 45 mètres carrés. Bon, ben, et les Africains, ils auront 10 mètres carrés, quoi. Donc, ça ne va pas. 2050 ne peut pas être à l'image d'aujourd'hui. Ça ne va pas du tout, point de vue capacité de la planète de soutenir ce type de développement. Et ça, vous voyez, c'est des politiques qui sont en amont. Par exemple, en France, on a eu beaucoup de politiques qui encouragent la défiscalisation pour la classe moyenne, défiscalisation des revenus, en investissant dans des logements qui sont construits un peu partout, des endroits qu'on n'a jamais vus d'ailleurs, sur plan, qu'on achète. Et ça, c'est des politiques qui encouragent à consommer plus de sol, à consommer plus de matériaux. Et ces logements-là ne sont pas nécessairement construits là où il y a les services essentiels, comme par exemple les services de santé, les codes d'éducation, etc. Donc vous voyez, ce sont toutes ces politiques-là qu'il faudra revoir. Et c'est pour ça que c'est un champ incroyable pour le gouvernement et pour tous les politiques. Alors du coup, ils se défendent sur le changement de comportement qui n'est pas un champ pour les gouvernements. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les politiques de sobriété, elles sont déjà rentables dans les pays développés. On n'a pas besoin, il n'y a pas de coûts supplémentaires pour le citoyen. Par contre, il faut mettre en place la machine, la véritable machine. Il faut enclencher la machine pour que nous ayons des politiques de sobriété qui nous permettront à nous, citoyens, de vivre de façon sobre et sur le long terme et pas juste de baisser la température de chauffage parce que nous faisons face à une crise énergétique. L'autre bonne nouvelle, c'est que la décarbonation ou la neutralité carbone du secteur du bâtiment va bien au-delà de l'objectif climatique parce qu'elle a des impacts positifs sur le bien-être de nos sociétés. On arrive aujourd'hui à faire des estimations sur les impacts santé, les impacts sur l'environnement, les impacts économiques, les impacts sur le développement aussi parce que c'est un enjeu très important pour les pays en développement et aussi pour nos pays. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la France et pour le secteur en France et en Europe? Ça signifie en fait une métamorphose du secteur. Dans le cas de la France, par exemple, nous n'avons pas nécessairement besoin de construire de nouveaux mètres carrés. Or, le secteur de l'immobilier, il fait son business model principal est basé sur la construction de nouveaux mètres carrés. Ce dont nous avons besoin, il y a à peu près 20% de mètres carrés de logements qui sont déjà construits, qui ne sont pas utilisés, pas du tout, la moitié n'est pas du tout utilisée, c'est des logements vacants, et les autres utilisés occasionnellement, qu'on devra récupérer pour pouvoir les aménager et les rendre utilisables. Il faudra optimiser en fait l'utilisation des mètres carrés déjà construits. Donc ça, c'est dans le logement. Mais en plus du logement, on a beaucoup de mètres carrés, je n'ai pas les estimations pour la France, dans le secteur tertiaire,
qui sont déjà construits et qui ne sont pas utilisés. Pardon. Donc il faudra les récupérer et les adapter aux besoins des sociétés d'aujourd'hui et de demain. Il y a aussi un autre effet à prendre en compte dans le cas de la France et de l'Europe, c'est d'adapter les logements ou le bâtiment de demain au vieillissement de la population. Et ça, on n'a pas besoin de construire de nouveaux mètres carrés. Donc l'un des grands changements que l'on voit, qui devrait se produire en fait, c'est justement le secteur de l'immobilier qui passerait d'un secteur qui fait son chiffre d'affaires sur la construction de nouveaux mètres carrés vers un secteur qui ferait son chiffre d'affaires en adaptant les mètres carrés existants, en les rénovant, en les adaptant aux besoins de la société d'aujourd'hui et de demain. Et comme ça, on réduirait l'utilisation des sols, donc on n'aura plus besoin d'artificialiser les sols. Et ça a un impact sur la biodiversité, ça. Et on n'aura pas besoin d'utiliser de nouveaux matériaux. Je vais m'arrêter là et je serai heureuse de prendre vos questions. Merci Amina, je vous donne quelques secondes, prenez votre souffle, buvez un coup et puis on va prendre quelques questions effectivement de la salle. Nous avons des micros à droite, à gauche en tout cas, donc si vous avez une question, vous pouvez lever la main, on vous passera le micro et vous pouvez poser la question. Donc, Yamina, bon, quand on voit tous ces slides, là c'est de la data, c'est de la donnée, c'est prouvé, tout le monde le sait, c'est quand même un peu déprimant, hein, quand on voit ça, on se dit, bon, on sait ce qu'il faut faire, on voit vraiment de manière concrète ce qu'on peut faire, et pourtant, on est quand même loin du compte. Oui, on est très loin du compte. Alors nous, on n'était pas très déprimés parce qu'on était très heureux de pouvoir faire intégrer le concept de sobriété dans le rapport du GIEC. Ce fut une bataille, ce n'était pas évident du tout. On était très très mal partis. On a réussi à faire ça à la dernière minute, très tard dans la nuit, pendant les négociations. Donc nous, on est plutôt très contents de ça. Alors il se trouve que en France, on parle de sobriété. Il faut savoir que on est le seul pays où on a un haut responsable politique, le président de la République, qui parle de sobriété, même si sa compréhension de la sobriété n'est pas très correcte, mais il en parle. C'est quand même quelque chose. On est un peu les seuls, hein. On est les seuls. C'est pas qu'on est un peu les seuls, on est les seuls. Il n'y a pas un autre responsable politique au niveau européen ou mondial qui utilise le mot sobriété dans son discours. Ça n'existe pas, on ne l'a pas trouvé en tout cas. Et donc du coup, de ce point de vue-là, on est plutôt content. Il se trouve qu'après la sortie du rapport du GIEC, malheureusement, il y a la crise énergétique et la France s'est saisie du sujet pour parler de sobriété. Donc de ce point de vue-là, je suis plutôt positive en fait. Après, ce qui me désole un peu, c'est l'incompréhension généralisée de la sobriété. Tout le monde s'empare du sujet, mais on fait un peu n'importe quoi. Justement, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à définir sobriété pour que les gens puissent s'approprier du sujet de manière... Avant le rapport du GIEC, il n'y avait pas de définition. Le premier obstacle auquel on était confronté quand on a essayé de faire intégrer le concept dans le rapport, c'était mais qu'est-ce que c'est, comment vous le définissez, elle est où la définition? Donc, on a travaillé pendant 4 ans pour arriver à une définition qui prend en compte les pays du Sud, parce que c'était quand même une vision très pays du Nord, et donc qui prend en compte les contraintes des pays du Sud et du Nord, et en même temps, qui va, je vous l'ai dit, ça va bien au-delà de la question énergie, alors que par exemple, moi, comme Française, j'étais partie de la sobriété énergétique, et puis j'ai dû élargir. Voilà. Donc maintenant, on a une définition. Ce n'est plus le cas. J'espère que le gouvernement l'a entendu, ça, maintenant. Le président de la République, vous voilà, voulez dire. J'espère qu'il a entendu ça. Faites-lui passer le mot. Oui, on va lui passer le message. Alors, après, je pense que, comme on est les seuls, je pense que nous avons une responsabilité historique au niveau européen et au niveau mondial. Il faudrait qu'on exporte le concept. Donc maintenant, on a réussi à l'exporter d'un point de vue science, il faudra l'exporter d'un point de vue diplomatique et politique. Et ça, c'est le rôle du gouvernement de faire ça. Donc faire intégrer, par exemple, au prochain Conseil des ministres européens de l'énergie, le concept de sobriété, leur expliquer, on a identifié les quelques mesures très rares de sobriété que l'on retrouve dans les lois françaises. Alors, elles ne fonctionnent pas très bien, mais c'est un début, en fait. Mais par contre, dans la littérature, on retrouve beaucoup plus de choses sur qu'est-ce qu'on pourrait faire.
Moi, mon rêve, c'est que le prochain conseil, il y a un conseil des ministres de l'énergie, le ministre ou la ministre de l'énergie de la France intègre dans l'ordre du jour la sobriété, explique à ses confrères ce que c'est que la sobriété et met l'Union européenne sur la lancée de la sobriété. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les calculs, c'est ça la nouveauté en fait de ce rapport-là, on ne pourra pas décarboner nos économies sans sobriété. Ça, c'est sûr. On a fait toutes les essais, on a fait tourner plusieurs modèles, etc. On ne pourra pas décarboner. Donc, c'est soit on intègre la sobriété, et je pense que la France a un rôle à jouer parce qu'on est en avance, soit on va tourner en rond et on va passer de crise en crise, de crise en crise, en crise en crise. Voilà. Mais justement, on a une question, je vais prendre votre question. Justement, vous parliez des pays de l'OCDE, que la France est un des seuls pays, ou le seul pays où on parle de sobriété. Pourquoi on ne peut pas avoir une politique de sobriété qui se reflète dans les pays de l'OCDE, avoir une politique assez commune sur ce sujet? Alors, historiquement, en fait, la première fois qu'on a eu un problème énergétique, c'était en 1973, quand il y a eu la crise pétrolière. Et à ce moment-là, c'est ça qui a donné naissance à l'Agence nationale de l'énergie. À ce moment-là, on parlait de conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie, en vérité, il y a deux piliers dedans. Il y a un pilier sobriété, mais on ne l'a jamais nommé comme ça, et un pilier efficacité. Alors, bien sûr, nous sommes des générations de la technologie. Moi, je suis ingénieur. Si je suis ingénieur, ce n'est pas pour rien. Donc, je suis addictée de la technologie, comme tout le monde. J'ai grandi là-dedans. Et du coup, en fait, ce sont plutôt les ingénieurs et les économistes, plutôt des gens qui ont mon profil, qui ont pris le dessus sur ces questions-là, parce que la sobriété, ça vient plutôt des sciences sociales. Et donc, au fil du temps, on a complètement oublié le mot conservation et on l'a remplacé par le mot efficacité. Parce que l'efficacité, l'appareil que vous avez maintenant, il y a un autre qui est plus efficace, qui se vend. Et donc, c'est plus séduisant. Je vais vous vendre quelque chose de plus efficace. C'est plus séduisant, efficace, en fait. Mais au détriment de certaines choses. Voilà. Et après est venue la question climatique. C'est venu dans les années 90. Quand la question climatique s'est rajoutée, on a pensé naïvement que l'efficacité énergétique allait résoudre les problèmes. Et en fait, l'efficacité, plus la décarbonation de la production. L'efficacité énergétique, elle intervient en second lieu. Non seulement il faut de la sobriété, mais il faut de la sobriété en amont. D'abord la sobriété. Sans sobriété en amont, la sobriété, il y a une collègue allemande qui a défini ça. Elle a dit l'efficacité, c'est faire les choses bien. Et la sobriété, c'est faire les bonnes choses. Donc, vous pouvez faire les choses bien, mais si c'est une mauvaise chose, même si c'est bien, c'est mauvais. C'est ça l'efficacité, en fait. Et la sobriété, c'est faire les bonnes choses. Donc, si vous faites les bonnes choses et puis vous les faites bien, vous augmentez votre impact. Et puis après, vous décarbonez la production d'énergie. Merci, Yamina. On va prendre notre question. Oui, pardon, j'ai la voix un peu cassée. Je m'appelle Karim, je suis ingénieur des ponts et chaussées. Je vous entendais dire justement que les ministres... Vous pouvez rapprocher votre micro, s'il vous plaît. Je vous entendais dire que les ministres s'attachent à des questions comportementales un peu peut-être accessoires, comme l'école roulée ou l'abstention d'utilisation de sèche-linge, et justement qu'ils ne prenaient pas à bras-le-corps des mesures comme l'inoccupation des logements vacants et des résidences secondaires, ou même le biosourçage des énergies et des matériaux lorsqu'on remet en service des usines thermiques à charbon. Donc justement, mais étant donné l'impopularité de ce gouvernement, lorsqu'il prend ces sujets à bras-le-corps de façon plutôt hypocrite, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu politique là sur le positionnement du citoyen conscient et responsable face à ces fausses politiques publiques et ce discours médiatique qui joue contre justement ces mesures de sobriété, puisque ça devient populaire au sein de la population qui est déjà précarisée et qui a des problèmes économiques. Voilà. Alors, je ne sais pas si le gouvernement parle de changement de comportement par hypocrisie, parce qu'en vérité, lorsque vous regardez la littérature scientifique, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup plus de littérature sur le changement de comportement que de littérature sur les politiques publiques de sobriété. Donc c'est possible que le gouvernement a été juste mal conseillé, en fait. Donc je ne dirais pas que c'est de l'hypocrisie. Par contre, alors le rôle du citoyen est important, mais seulement, encore une fois, il faut organiser ce rôle du citoyen. Et ça, c'est encore de la politique. En fait, les citoyens pris individuellement, l'impact des citoyens pris individuellement est très, très réduit. Et ça, on arrive à l'estimer aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est vraiment une question politique. Il faut que le politique... Et comme à chaque fois qu'on a une crise, quand on a eu la crise du Covid, ce qu'on a vu, c'est que
le politique est revenu en force, d'accord? La politique de façon noble, quoi. La politique au service du citoyen, du bien-être du citoyen. Et c'est la même chose là. Nous faisons face à une crise énergétique. On va très probablement faire face à une crise alimentaire aussi, et peut-être à une crise de l'eau. Donc vous voyez, il y a plusieurs crises, et maintenant, en fait, nous allons passer de crise, on va avoir une accumulation de crises, on ne va pas sortir des crises, à moins que les politiques vraiment prennent à bras-le-corps les choses. Et peut-être que ce qui ne va pas, peut-être, c'est que les politiques d'aujourd'hui, les hommes politiques d'aujourd'hui, ils ont été plutôt habitués à faire de la politique de façon superficielle que de faire de la politique en profondeur. On est dans une situation, comme la situation de l'après-guerre. Au moment de l'après-guerre, il a fallu un courage politique pour mettre en place la sécurité sociale. C'était impensable. Quand vous relisez, c'est exactement la même chose. La sobriété, c'est un peu la même chose. Mais juste pour ajouter sur ce que disait sur la question, on est en train de tout réinventer. Parce que justement, on est face à des enjeux et à des crises, mais nos politiques aussi doivent se réinventer dans la manière de faire justement la politique. Donc du coup, il y a aussi une période de transition, même si c'est pas pour leur donner des excuses. Mais bon, je pense que c'était un peu ça la question. Est-ce que nous avons d'autres questions? Nous avons peut-être encore 2-3 minutes, si nous avons des questions de la salle. Oui. Oui. Monsieur. Bertrand Fétiveau, consultant. Vous indiquez que l'on n'a pas besoin de construire en France, par exemple, 2 mètres carrés. Actuellement, à Paris, il y a un PLU bioclimatique qui est en train de se mettre en place. Et il est question de construire malgré une population stable, parce qu'il y aurait de la décohabitation. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à nos élus? Qu'ils ne connaissent pas la sobriété? Alors, je dis probablement qu'on n'a pas besoin de construire. Et donc, il faudra regarder vraiment les territoires un par un dans le détail, quelle est la situation du territoire. Je ne pourrais pas répondre précisément à cette question, mais ce que je peux dire aux élus, c'est qu'il faut absolument intégrer la question de la sobriété en amont, parce que si vous intégrez la question de la sobriété, vous allez éviter d'artificialiser des sols dont on a besoin pour la biodiversité. Donc, ça va au-delà de la question énergétique et climatique. Vous voyez ? Et on en parlait justement hier, l'artificialisation des sols, c'est 50%, c'est les logements. Donc là-dessus, il faut qu'on réfléchisse comment... Parce que 50% c'est le logement. Lorsque vous avez du logement, vous avez toujours du transport, des routes où vous avez besoin de mobilité. Donc vous rajoutez à ça, donc si vous mettez votre logement quelque part, à chaque fois que vous construisez, ça veut dire ça va au-delà. Et d'ailleurs, nous, on parle en anglais, on dit the built environment. Donc ça va au-delà du logement lui-même. C'est tout ce qu'il y a autour. Et on a l'habitude d'oublier tout ça. Et tout ça, c'est des sols que l'on prend. Et donc c'est de la biodiversité que l'on tue. Et donc c'est des maladies qu'on va recréer, enfin qu'on va relancer plus tard. Alors, peut-être une dernière question pour Yamina. Bonjour, j'ai une question un peu provoque. Vous dites qu'il ne peut y avoir de sobriété sans politique publique. Or, ce qui peut justement faire bouger nos politiques, ce sont des mobilisations citoyennes, des mouvements collectifs. Et quand je vous entends dire que les actions citoyennes à titre individuel sont presque sans impact, je trouve ça presque inconscient et dangereux parce que ça n'incite pas les gens justement à être sobres et à faire attention. Et moi, je ne vais pas attendre des mesures gouvernementales pour ne pas mettre le chauffage à plus de 19, pour porter des pulls. Donc, ce sont aussi des actions symboliques qui marquent. Voilà, donc... Alors, la mobilisation, si nous sommes dans une démocratie, donc la mobilisation citoyenne pourrait avoir un impact sur les politiques publiques, pourrait mobiliser, pourrait produire ce changement des politiques dont on a besoin. Mais ce que l'on sait, et on s'est démontré par le calcul, c'est que pour que les citoyens aient des comportements sobres et dans la durée, cela ne pourra se produire que si on a ces politiques. Donc vous vivez de façon sobre, on va dire. Si je prends mon exemple, moi je vis de façon très très sobre, mais je sais que mon impact sur les émissions de la France ou les émissions du monde, elles ne représentent rien du tout. Je le sais, ça m'attriste, mais c'est juste vrai. Vous voyez ? Et donc du coup, vous ne pouvez pas, et on ne doit pas en plus responsabiliser les citoyens sans donner aux citoyens les moyens d'agir. Et ça, c'est le politique. Pour que tout le monde agisse. Parce que ce n'est pas l'action de quelques individus qui changera les choses. C'est l'action de l'ensemble de la société et de toutes les populations dans le monde. Et pour ça, je suis désolée, on a besoin de politique.
qu'on le veuille ou non. Mais on peut continuer à le faire, hein, donc ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Donc voilà, on continue à les faire. Hein. Moi, mes enfants me le rappellent tous les jours, donc c'est très bien, on va continuer. Yamina, peut-être juste pour terminer, le temps, malheureusement, voilà, on n'a plus de temps. Juste peut-être une réaction. Le premier jour, ici, on recevait François Hollande pour ouvrir les Bâti-Toc. Et justement, je lui ai posé une question et je lui demandais quelles sont ses attentes par rapport à la COP27 qui va se passer de manière symbolique pour la première fois en Afrique, en Égypte notamment, dans quelques mois. Et il a répondu qu'il n'attendait pas grand-chose de la COP. Et à part financier, j'aimerais avoir votre réaction. Vous, quelles sont vos attentes par rapport à la COP27 qui se passe symboliquement pour la première fois en Afrique? Et l'Afrique, il faut le dire, n'a jamais été vraiment autour de la table de discussion les dernières COP. Est-ce que cette COP, elle sera marquante selon vous? Alors malheureusement, je ne pense pas qu'elle sera marquante, cette COP. Mais moi, je pense qu'au-delà de cette COP-là, il faudrait qu'on réfléchisse la gouvernance mondiale de la question climatique et des crises du XXIe siècle. Les outils que nous avons, les outils de gouvernance mondiale que nous avons, ce sont des outils qui ont été mis en place après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce sont des outils du XXe siècle qui ne sont pas adaptés au XXIe siècle. Donc, vous voyez, en ce moment, il y a une élection au Brésil. Alors, il y a un camp au Brésil qui dit l'Amazonie, étant donné que c'est situé au Brésil, ça appartient aux Brésiliens. Ben non, l'Amazonie, ça appartient à tous les habitants de la planète Terre, vous voyez. Et donc, normalement, ça doit verser dans les communs. On doit verser ça dans les communs. La gouvernance actuelle du monde ne nous permet pas de verser l'Amazonie dans les communs. Parce que comment on gère ça après? Et du coup, la COP fait partie d'un héritage de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui malheureusement ne pourra pas répondre aux enjeux du XXIe siècle. Ça, il faudrait que nos responsables le comprennent, et surtout les responsables des organisations internationales, et que l'on mette sur la table de nouvelles propositions. Il ne faut pas oublier que les Nations Unies ont été créées avant les Nations Unies. Il y avait quelque chose d'autre avant la Seconde Guerre mondiale. Et comme c'était un échec, ça n'a pas empêché la guerre. Donc, on a créé les Nations Unies. Ben, là, les Nations Unies, ça ne permet pas de lutter contre les crises du XXIe siècle. Il va falloir autre chose. Bon, ben, il faut réinventer tout ça. Merci Yamina Saeb, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci.